Bienvenue dans cette nouvelle et dernière édition de la saison des webinaires Crème. C'est cool de finir en beauté. Voilà, le sujet qui a autant intéressé, donc, c'est le Web3. Et voilà, on va essayer de démystifier pendant cette heure cette nouvelle version de l'Internet, de vous parler des opportunités que ça peut représenter pour les freelances et de la manière dont vous pouvez vous former à ces nouveautés. Voilà, donc pour vous expliquer tout ça, ça ne sera pas moi qui vais vous en parler parce que je ne suis pas le meilleur sur ces sujets et je suis surtout très content d'avoir fait ce sujet parce que je vais apprendre aussi plein de choses, j'en suis sûr. Et donc pour vous expliquer ça, j'ai invité Flavie Prévost, déjà, solopreneuse, hôte du podcast Le Board, qui est le podcast qui t'aide à entreprendre en 5 minutes par jour, et qui est freelance dans le Web3, notamment qui fait partie du collectif Fleet. Ravi de t'avoir avec nous ce midi, Flavie. Est-ce que j'ai bien tout dit? Peut-être que tu peux nous dire des petites choses 5 minutes sur le board et sur Fleet. Bah écoute, avec plaisir. Finalement, moi, j'ai créé mon podcast Le Board quand je me suis transformée en freelance, quand je suis passée de membre de Comex en grand groupe à solopreneur freelance, donc pour documenter mon aventure. Donc, je pense que vous êtes plein de freelance là, donc venez me voir. Et puis, j'ai pivoté récemment mon activité de freelance dans le Web3. Où j'exerce des fonctions non tech, donc plutôt projet, partnership, organisation, consulting. Et du coup, je crée un nouveau podcast dans le Web3, où je suis allée interviewer plein de freelances qui travaillent dans le Web3 sur des métiers complètement nouveaux. Donc, je vais vous en parler aussi. Ça va être l'occasion de voir si pour vous, il y a des opportunités de boulot, de freelancing dans le Web3. Et voilà, j'ai pris mon petit micro, je suis allée faire des rencontres trop cool et ça va être un peu l'objet de nos discussions autour du Web3. Trop bien, merci Flavie. Je passe à notre maintenant deuxième intervenant, Gaspard Tertré, qui est membre de la communauté Crème de la Crème. Donc je suis ravi de te recevoir ici, Gaspard. Tu es développeur full stack, cofondateur de Tomorrow Theory qui traite de sujets Web3 et RH. Tu vas certainement pouvoir nous en dire un peu plus parce que je pense que je le pitch très mal. Et tu es aussi cofondateur de Gaspard et Joseph, qui est un éditeur français de NFT. Voilà, comme je t'ai dit, vraiment, je suis content d'avoir toujours des experts de la communauté qui sont présents lors des webinars et merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que je t'ai bien présenté? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes projets? Oui, très bien Clément. Merci de nous inviter avec Flavie. Je suis très content de venir parler pour Crème de la Crème. Oui, alors moi je suis de base full stack développeur spécialisé dans la blockchain. J'ai monté une entreprise l'année dernière dans les NFT, donc NFT artistiques, qui s'appelle Gaspard et Joseph. Et également, donc tu disais, je suis CTO et cofondateur de Tomorrow Theory, une agence de valorisation du capital humain par la science et la technologie. Donc capital humain pour orienter RH. On essaie de comprendre un peu par la science comment tout ça fonctionne et l'implémenter via la technologie, donc le Web3 actuellement, pour étendre en fait ces usages au plus grand nombre. Voilà, et du coup, ouais, c'est à peu près tout. Passionné par la blockchain depuis quelques années et du coup, je serai plus sur le volet technique pendant cette intervention. Voilà, donc deux intervenants bien complémentaires. J'ai bien fait mon boulot. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Clément Leroux. Ceux qui sont présents sur la communauté Crème me connaissent un peu avec surtout une tête avec moins de cheveux normalement. Je suis freelance comme beaucoup d'entre vous, mais surtout aujourd'hui je vous parle en tant que responsable de la communauté Crème. Et Crème de la Crème, c'est la première communauté sélective de freelance en France. Nous connectons les grandes entreprises avec notre communauté de freelance certifiés. Avec des présentations, mais plus une discussion. Donc Gaspard, il fera surtout il va nous parler de plein de choses, mais certainement, d'après ce qu'on s'était dit, d'une explication plutôt théorique, même s'il y a l'air de rester simple pour chaque concept. Flavie nous fera plutôt sa mise en contexte concrète. Et voilà, il ne faudra vraiment pas hésiter à poser des questions en live. On y répondra au fil de l'eau. Comptez sur moi pour les interrompre pendant qu'ils parleront pour poser les questions qui vont bien quand ils seront en train de parler. J'ai fait une intro encore beaucoup trop longue. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que je propose qu'on y aille. Et je crois que c'était toi, Gaspard, qui voulait commencer avec une petite remise en contexte sur le Web3, la blockchain, avant d'aller sur des concepts un petit peu plus précis.
Exactement. Merci Clément. Donc, le Web3, déjà, je vais commencer par une petite explication et un petit historique du web, assez rapide, promis. Donc, pourquoi le Web3? Parce que Web 1 et Web 2 d'abord. Web 1, c'est fin des années 90, début des années 2000, le début d'Internet. C'est un environnement nouveau, décentralisé par nature, où la valeur est partagée entre beaucoup d'acteurs. Chacun peut créer son site Internet. Ce site Internet est encore en lecture seule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction possible des utilisateurs avec le contenu. Et donc, on est dans un système vraiment philosophiquement décentralisé de base. Donc ensuite, le Web 2, c'est l'avènement des réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, Facebook, donc plus années 2004-2005, où là, on insère un nouveau concept qui est la possibilité d'écrire en plus que de lire sur les plateformes. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez poster du contenu sur Facebook, du contenu sur Instagram, sur Twitter, uploader votre vidéo sur YouTube. Le problème de ça, c'est qu'en fait, ces plateformes ont capté la valeur d'Internet. Donc, on a assisté à une recentralisation de la valeur sur Internet et on s'est retrouvé avec une poignée d'acteurs qui décidaient, en fin de compte, comment allait être monétisé le contenu des utilisateurs en laissant moins de liberté et moins de liberté aux utilisateurs. Le Web 3 donc, arrive pour casser un peu tout ça, pour essayer de redécentraliser ce web, en proposant non plus la lecture et l'écriture sur Internet, mais également la possession, la possession de son contenu sur Internet. Cela, c'est grâce à la blockchain. Donc la blockchain, il faut voir ça comme un grand livre de compte mondial décentralisé et public, qui est géré par ce qu'on appelle des nœuds informatiques. Donc, un nœud informatique, c'est typiquement un ordinateur qui peut être administré par n'importe qui pour faire partie de ce réseau de la blockchain. Sur cette blockchain, on peut lire toutes les informations gratuitement tant que vous avez un accès à Internet. On peut également écrire des informations dessus. Ces informations sont immuables, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont écrites, elles ne peuvent plus être retirées de la blockchain. Et de façon complètement anonyme également. C'est-à-dire que quand vous voulez interagir avec la blockchain vous donne un portefeuille de crypto-monnaies ainsi qu'un mot de passe qu'il ne faut surtout pas perdre d'ailleurs, un mot de passe pour ce portefeuille qui prouve que vous êtes bien le propriétaire de ce portefeuille et qui en fait votre propriété. Sur ce portefeuille, on trouve plusieurs types d'actifs, des actifs financiers comme les crypto-monnaies, des actifs ce qu'on appelle les NFT, donc des tokens non fongibles, on en reviendra tout à l'heure, sous forme de tokens, donc une série de chiffres et de lettres qui authentifient chaque asset chaque actif qu'il y a sur la blockchain. Donc, pourquoi c'est intéressant pour le Web3? Il faut imaginer, là, par exemple, dans l'état actuel des choses, quand vous vous connectez sur des sites Internet, vous créez un compte pour chaque site. Donc, je vais sur Facebook, je crée un compte pour Facebook. Je vais sur Instagram, je crée un compte pour Instagram. À chaque fois, je donne mon email, je mets un mot de passe, je donne des informations personnelles qui peuvent être utilisées par ces plateformes on ne sait pas trop comment d'ailleurs, et pas forcément d'une façon très bienveillante. Avec la blockchain, vous n'avez qu'un seul compte, c'est votre portefeuille de crypto-monnaie. Et vous pouvez vous connecter à tous les sites qui utilisent la blockchain, donc des applications décentralisées. Donc, vous avez vraiment un compte pour les gouverner tous, quoi. Donc, vous avez votre identité et vous ne donnez plus d'informations personnelles aux plateformes et ça reste complètement anonyme. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est le Web3, c'est par essence décentralisé et absence de parties tiers. Donc là, dans ce cas-là, c'était les plateformes centralisées. Yes. Du coup, on parle beaucoup de la technique en ce moment, des technos du Web3, et les débats se concentrent beaucoup là-dessus. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que par rapport à l'usage de ces technos dans les entreprises et même dans nos sociétés, ça va profondément changer plein de choses. Il y a toute une culture attachée à ces technos Web3 qui est basée sur aussi des tendances de fond dans la société. Comme par exemple, Gaspard, on a un peu parlé, vous en reparlera avec les NFT et tout. L'identité, c'est-à-dire qui suis-je? Quelle est mon identité en ligne? Aujourd'hui, elle est plus importante, mon identité en ligne, que dans la vraie vie, presque, parce que je passe 10-12 heures par jour sur mes écrans. Qui sont mes communautés, avec qui je crée du lien, surtout quand on a un lien fractionné, qu'on bosse en hybride, en télétravail, partout dans le monde, qu'on est digital nomade, etc.
On veut de la transparence aussi. Où sont nos données? À qui elles servent? À qui elles rapportent? Pourquoi elles ne sont pas à moi? Ma propriété, elle est où? Comment je gagne ma vie en tant que créateur de contenu, etc., etc. Et donc, toutes ces tendances de fond, elles sont hyper importantes. Et moi, ce que je pense, c'est que cette culture Web3, cette décentralisation aussi, qui va apporter des nouveaux types de gouvernance, peut-être dans les entreprises, mais aussi dans les États, ça va perspirer comme ça dans l'entreprise. Ça va créer des nouveaux usages. Il y a plein de fonctions qui vont être disruptées, le directeur marketing, le directeur data, les développeurs, les CTO, tout ça. Et puis, ça va créer aussi des nouveaux marchés, des nouveaux cas d'usage, comme on peut dire, des nouveaux produits digitaux, des nouveaux usages pour les clients. Et du coup, c'est notre responsabilité à tous là d'apporter un peu cette nouveauté dans les entreprises et d'expliquer comment ça va se passer pour que les entreprises fassent leur migration petit à petit dans ces domaines-là et que voilà, qu'elles s'approprient ça pour être les futurs un peu leaders sur ces nouvelles technos qui vont quand même un peu changer nos vies. Et hop, je reviens avec vous. Gaspard, tu voulais ajouter un truc? Non, je t'en prie. Ok. Non, je fais un peu la transition parce que je vois que le temps passe déjà et je sais qu'on a un gros programme. Il y avait des petites questions, notamment une question de Théo qui a eu beaucoup de votes. Je ne sais pas si vous allez en parler au long de vos présentations, enfin de ce que vous allez dire, de vos explications. Mais Théo demande comment paraître légitime président d'entreprise en Web3 actuellement. Est-ce qu'il y a des certifications, des formations? Alors ça, j'imagine qu'on va en parler un petit peu. Et voilà, donc je ne sais pas si on y répond maintenant ou si on va y répondre plus tard. On la garde, Théo, on va t'en parler tout à l'heure avec justement des exemples de concepts. Après, Emmanuel, ça, il y a bon, je vois le NFT Clément, il est en route, mais je t'en parlerai en perso. Alors, du coup, on part sur les premiers concepts, Gaspard, c'est bon? Yes. Are you ready? Ready. Et écoute, bah alors, Okay. si tu, soit je t'introduis. Alors, disons, le premier concept qu'on a mis, c'est on voulait parler des smart contracts. Moi, c'est un mot dont j'entends beaucoup parler. J'ai d'ailleurs vu à un moment chez Crème, on avait une mission, je crois que c'était développeur smart contract. On avait d'ailleurs galéré à la staffer et entre-temps, j'ai vu qu'il y en avait plein, des personnes qui avaient en tout cas la compétence smart contract qui était arrivée chez Crème. Donc j'ai l'impression que de plus en plus, je suis passé de la première fois que j'en ai entendu parler, c'était il y a 3 mois, et j'ai l'impression de voir ce mot passer partout. Mais j'ai toujours pas compris exactement à quoi ça correspondait. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr, je vais essayer de rendre ça compréhensible et simple. N'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. Ça peut paraître un peu obscur au début. Alors, en gros, donc smart contract, c'est ce qui va permettre, c'est la technologie qui va permettre tous les usages du Web3. Donc, c'est un concept qui est assez ancien. La première mention, définition de smart contract, c'était Nick Szabo, qui est ingénieur informatique et cryptographe. Donc, c'était il y a 26 ans, en 96. Il faisait partie du mouvement des cypherpunks. C'était un mouvement philosophique de cryptographes qui ont posé les bases de ce qu'allait être la blockchain et le Web3. En fait, un smart contract, c'est l'équivalent informatique d'un contrat traditionnel, sauf qu'il exécute automatiquement des conditions prédéfinies dans le code. Donc, en fait, ça a été démocratisé par Ethereum, la blockchain Ethereum. Faut voir la blockchain, si on prend la blockchain Bitcoin, qui est uniquement concentrée sur la crypto-monnaie, la blockchain Ethereum, faut le voir comme un ordinateur mondial et décentralisé où tout le monde peut poster un bout de code, en fait, qui s'appelle les smart contracts, du coup, sur cette blockchain. Donc, dans un contrat traditionnel, on a 3 parties. Si je veux signer un contrat avec un client, j'ai mon client, j'ai moi, et le troisième partie, c'est celui qui va s'assurer que les conditions du contrat sont bien appliquées s'il y a un problème, par exemple. Donc ça, c'est le cadre juridique. Ça peut être une institution, un État, ce qu'on veut. Donc, si j'ai pas cette institution, cet État, je peux pas avoir confiance dans le contrat parce que le contrat ne peut pas être appliqué dans un cadre légal. Avec le smart contract, on n'a plus besoin de ce cadre légal parce qu'en fait, les règles sont déjà inscrites dans le contrat par elles-mêmes, par le code. C'est-à-dire que c'est très déterministe. Pour une condition qui entre dans un smart contract, ce qui va en sortir, ce sera toujours la même chose si la condition reste la même. On peut voir ce qu'il y a sur le smart contract de façon publique. Donc, tout le monde, avant d'interagir avec un smart contract, peut voir si les règles du smart contract lui vont.
et si c'est le cas, elle peut interagir avec. Donc, sur Ethereum, le langage pour coder les smart contracts, c'est Solidity. C'est un langage JavaScript-like, c'est un peu comme JavaScript, orienté objet. On a d'autres blockchains qui utilisent aussi les smart contracts, comme Solana avec Rust, C++, C, ou Tezos avec le Michelson, ou Michelson, je ne sais pas comment il l'appelle, c'est une blockchain française assez intéressante. Pour prendre un exemple concret très simple, si on prend un distributeur automatique, par exemple, de Coca-Cola, imaginons. Ce qui se passe dans l'état actuel des choses, donc il y a un distributeur dans un cinéma qui distribue du Coca-Cola. Ce qui se passe maintenant, c'est que les gens achètent du Coca-Cola. Quand il n'y a plus de Coca-Cola, il y a tous les jours le supplier qui arrive, qui remet du Coca-Cola dans le distributeur et ça repart. On pourrait imaginer un smart contract pour chaque distributeur de Coca-Cola qui en fait, donc il faut imaginer que tout le monde paye en crypto-monnaie à ce moment-là, qui en fait, dès qu'il y a un achat de fait d'un Coca-Cola, l'argent, donc la crypto-monnaie, va dans le smart contract et est retenu dans le smart contract, et le smart contract comprend qu'un Coca-Cola a été vendu pour telle machine et va acheter directement avec l'argent généré un nouveau Coca-Cola auprès du supplier, et le supplier saura exactement combien de Coca-Cola ramener le lendemain. Ça peut être un exemple, mais il y a autant d'exemples qu'on puisse imaginer pour les smart contracts. Voilà. Je laisse Flavie prendre la main. Non, écoute, moi, j'ai bien aimé cette conversation. Donc, tu vois, j'ai interviewé, par exemple, un développeur blockchain qui, du coup, maintenant, aujourd'hui, s'est formé à Solidity, etc. Il me dit, si tu es développeur, tu peux créer tes propres smart contracts pour, par exemple, faciliter les paiements avec tes clients. Tu peux dire des conditions, par exemple, séquestrer un certain montant, et dès que tu as produit un certain truc, boum, l'argent t'est envoyé automatiquement. C'est quand même un irritant number one, le paiement quand tu es freelance. Tu es toujours en stress, en fait, que tes clients ne te payent pas. Donc, imaginez qu'avec les smart contracts, on puisse faire ça. Deuxième cas d'usage des smart contracts, moi, je produis des podcasts, je vais vendre des NFT. Du coup, ça veut dire que dans mon smart contract, je peux définir des conditions pour dire il y a X% qui va à mon graphic designer, Y% qui va à mon sound design, X% qui va à la communauté, peut-être une cause qu'on va définir ensemble ou une association, et le reste, ça me va à moi. Donc, ça me permet de payer mes prestataires, tu vois, sans sortir d'argent en vendant des NFT. Ça peut être un cas d'usage. Et puis, troisième sujet, on en reparlera, mais quand on vit en collectif aussi, parce que c'est ça le Web3, c'est la décentralisation. On a le collectif Fleet, nous, où on peut dire, si on fait du chiffre d'affaires ensemble, il y a une partie qui va aller aux freelance, et puis il y a une partie qui va aller à tous ceux qui aident la communauté à se développer. Peut-être celui qui a trouvé la mission, celui qui a publié un truc sur Twitter, voilà. Donc aussi, c'est une façon de s'organiser en collectif, le smart contract, que moi, je trouve assez cool. Moi, je ne sais pas en écrire, mais je pense qu'en plus ça va aller, plus le Web3, comme le web classique, ça va devenir no code. Donc, même ceux qui ne sont pas super tech, rassurez-vous, je pense qu'on pourra aussi utiliser ces technologies sans être soi-même développeur. J'ai une question, Flavie. Alors, elle vient de moi, elle vient pas du chat, mais quand tu dis que tu peux rémunérer via NFT des personnes avec qui tu as bossé, par exemple, pour un podcast, ça veut dire que ces personnes sont rémunérées en quelle monnaie? Alors, peut-être que ma question est un peu... Si. Mais tu as raison, on va en parler, je la garde pour tout à l'heure parce que je crois que Gaspard veut vous expliquer le principe des cryptos. Et moi, je vous parlerai de cette histoire de est-ce qu'on peut être payé en crypto ou est-ce qu'il faut être payé en euros? Très bien. Comment ça se passe en Web3 donc... Ouais, exactement. Très bonne question. Ok, ça marche. Je vous laisse avancer. Ça marche. Merci Flavie, c'était hyper intéressant sur les smart contracts. Là, je vais introduire la crypto-monnaie. Donc, tout le monde a entendu parler de la crypto-monnaie avec le Bitcoin qui a été créé en 2009. Je disais tout à l'heure, la Bitcoin a été créé pour la blockchain Bitcoin, Ether a été créé pour la blockchain Ethereum, Sol pour la blockchain Solana, Tez pour la blockchain Tezos. Donc ça, faut faire la distinction en fait entre les crypto-monnaies natives et les crypto-monnaies token. Les crypto-monnaies natives sont inhérentes au bon fonctionnement d'une blockchain, c'est-à-dire que sans le Bitcoin, il ne peut pas y avoir de blockchain Bitcoin, sans Ether, il ne peut pas y avoir de blockchain Ethereum, parce que c'est grâce aux crypto-monnaies que le réseau peut bien fonctionner par récompense pour ceux qui font tourner le réseau. C'est-à-dire que dès qu'il y a une transaction de fait, la blockchain prend un petit pourcentage sur Ethereum, par exemple, en Ethereum, sur votre transaction, et la redistribue à ceux qui font tourner les blockchains.
Donc ça, c'est les blockchains natives dont on peut parler. Et on a également les blockchains enfin les crypto-monnaies tokens, pardon, qui elles sont générées par smart contracts. Donc c'est un peu des sous-crypto-monnaies. C'est-à-dire que sur la blockchain Ethereum, vous avez des milliers et des milliers de tokens, donc des crypto-monnaies tokens qui ont été générés par smart contracts, donc par monsieur et madame tout le monde. Dans ce smart contract, je peux dire je veux créer le token Gaspard, je sais pas, je veux que le token Gaspard il y ait 1 million d'exemplaires, qu'il soit vendu à l'équivalent de 5 centimes d'euros en Ethereum, l'unité. Et du coup, je mets ça en ligne sur la blockchain. J'essaye de mettre des cas d'usage assez sympas pour que ma crypto-monnaie marche bien. Il y a beaucoup d'entreprises qui lèvent des fonds dans le Web3 grâce aux crypto-monnaies, ce qu'on appelle avec des ICO, Initial Coin Offering, où en fait, c'est une espèce de levée de fonds communautaire en quelque sorte, où les gens qui croient au projet vont investir dans un token en espérant évidemment faire un bon retour sur investissement ou pouvoir utiliser le token dans un environnement, sur une application. Voilà. Et trop bien. Alors, plein de cas d'usage possibles et j'aimerais bien qu'on en parle parce que ça changera du côté spéculatif qui, moi, au début, m'a rebuté dans les crypto-monnaies. Moi, ça m'intéressait pas le côté casino, les vidéos. Enfin, désolé, mais si peut-être qu'il y en a qui font ça, mais genre, comment devenir millionnaire en 2 secondes et tout. Moi, ça me plaît pas cet aspect-là. Moi, ce que j'aime bien, c'est toutes les possibilités que ça ouvre. Alors, pour vous, en tant que freelance, plusieurs trucs cool qu'on m'a signalés. Donc, déjà, vous pourriez, demain, en travaillant dans le Web3, accepter d'être payé en crypto-monnaie. D'accord? Alors, il y a plusieurs disclaimers à faire parce qu'évidemment, vous allez dire en ce moment, oui, le marché est bas, ça ne vaut pas le coup. Sauf que le marché est très volatile. Donc, si aujourd'hui, vous êtes payé en Ether, il n'a peut-être pas une grosse valeur aujourd'hui, mais peut-être que demain, il peut avoir une très grosse valeur. Donc, il y a plein de devs et autres qui ont fait des gros effets de levier grâce à ça. Il existe des systèmes, je n'ai pas encore testé, mais qui permettent de se faire payer en crypto. On m'a signalé, par exemple, UTrust, UTRUST, qui peut permettre des paiements en crypto. Par exemple, le paiement en crypto, moi, je vois un usage cool pour les freelances. Aujourd'hui, on dit un vent d'austérité souffle dans les startups, il y a moins de financement, tout ça. Les financements, ils vont plus dans des projets Web3. Une boîte Web3 qui a fait une levée de fonds en crypto-monnaie, si vous lui dites « moi, j'accepte d'être payé en crypto », en fait, pour eux, ça revient à ne pas sortir des euros de leur comptabilité, mais à vous payer directement avec ces fonds qu'ils ont levés en crypto. Donc, sans doute que vous allez faire la diff par rapport à un autre freelance qui dira « non, moi, c'est paiement en fiat », c'est-à-dire en euros, par exemple. Donc ça peut être une idée peut-être pour choper des nouveaux marchés. Qu'est-ce que je voulais dire sur les cryptos? J'ai perdu mon truc. Mais donc, donc des nouveaux cas d'usage. Et alors, des nouveaux métiers, trop marrant. J'ai interviewé un crypto-comptable. Et oui, parce que qui dit crypto dit comptabilité. Il ne faut pas déconner non plus avec votre comptabilité professionnelle, notamment. Il y a des règles aussi, même si elles ne sont pas toutes dessinées. Et le crypto-comptable, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'était passionnant. Justement, il te dit qu'est-ce que tu dois déclarer, qu'est-ce qui est pro, qu'est-ce qui est perso, quelles taxes tu dois payer et tout. Donc, c'est des nouveaux métiers. Et aujourd'hui, par exemple, dans les entreprises, les DAF sont concernés en se disant, si je vends des NFT, je récupère de l'argent en crypto, comment je le déclare, qui paye la TVA, tout ça. Donc, par exemple, je parlais avec 20 minutes, le journal qui a créé 20 Mint, leur édition. Le DAF, en fait, il était bien embêté, entre guillemets, pour récupérer ses Ethers et savoir comment les comptabiliser dans le compte de l'entreprise. Donc voilà, vous pouvez aider aussi là-dedans pour se former. Il y a des écoles qui forment alors des développeurs blockchain, ça c'est la première chose, des écoles comme Alyra, ALYRA, avec qui on travaille souvent chez Fleet. Mais je pense qu'il va y avoir de plus en plus de formations. Il y a même des métiers comme par exemple expert en tokenomics, puisque tu en parlais Gaspard, il y a toute une logique derrière sur est-ce que je crée un token, est-ce que c'est nécessaire, comment ça m'impacte, est-ce qu'il y a des risques et tout ça. Voilà, donc plein de sujets crypto qui dépassent le côté casino et que vous pouvez explorer parce que franchement, à mon avis, ça va arriver. Un podcasteur que j'aime bien, que j'ai interviewé, me disait, lui, il est aux US et il est français, il est à SF, Carlos Diaz, là, qui fait Silicon Carnet. Il m'a dit, aux US, là, déjà, les freelances, ils ont à peu près 2-3 ans d'avance sur nous au niveau Web3. Il a plein de freelances qui disent, tu me payes la moitié en dollars pour vivre au quotidien, payer mon loyer et tout, et l'autre moitié en crypto et je garde pour plus tard et on verra si je peux, du coup, en tirer un fruit plus tard. Flavie, moi j'ai plein de questions et j'ai vu qu'il y avait aussi des questions qui avaient été posées
Pendant que tu parlais, j'ai pas tout suivi parce que j'étais en train de répondre à Emmanuel. Moi, déjà, les questions que j'avais, c'était par rapport à la rémunération en crypto, vu la tendance des marchés aujourd'hui. Est-ce que, moi, c'est vraiment l'idée que je me fais, c'est pas forcément une bonne idée, quoi, parce que en fait, tu vas, en fait, en fonction de comment va le marché, ou s'il est en train de descendre, comme j'ai l'impression actuellement, même si je suis pas totalement, mais même en étant en extérieur, j'arrive à en entendre parler. Est-ce que ça reste quand même une bonne idée? Et donc, il y avait cette question-là. Est-ce que tu veux que Après, il y en a une autre, mais je vais les prendre une par une, sinon elles sont trop Non, mais comme on éloignées. dit, NFA, not financial advice, évidemment, dans ces sphères-là, on n'est pas banquier, machin, mais en gros, la plupart des gens qui acceptent les paiements crypto, ils jouent sur le long terme et la durée. Ils n'ont pas besoin de cet argent immédiatement et ils le placent en des valeurs un peu refuge, déjà dans les cryptos, genre Ether ou Bitcoin, et ils le gardent pour dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc voilà. Prenez un petit peu de marge, faites un peu des paiements pour votre vraie vie, pour votre entreprise et tout ça. Faites attention à votre compta. J'entendais parler, même pendant un moment, de se faire rémunérer en stablecoin et au final, qu'il y a un stablecoin qui s'est cassé la figure, il me semble. Il y a quelque chose comme ça. Du coup, en tout cas, sur la communauté, il y a déjà eu de Crème, il y a déjà eu ces questionnements qui ont été posés. Et généralement, il y avait pas mal de réserves. Donc oui, je pense que c'est vraiment, dans ce cas-là, il faut être rémunéré, mais pas pour payer ses factures le jour même, mais peut-être sur du long terme, c'est ça? Ouais, puis en tout cas, on va dépasser le temps sur cette question. Il y a plein de questions déjà, j'en vois plein. On en a plein sur le Discord de Fleet aussi, donc venez sur le Discord de Fleet si vous avez des questions, on apprend un peu ensemble. Et il y a des produits genre Waltio, des trucs comme ça qui vous aident à faire votre comptabilité, ou je pense qu'ils font des articles experts pour savoir si vous devez faire une facture, comment vous facturez, etc. Parce qu'il y a aussi la question de l'anonymat et tout. Peut-être un disclaimer aussi, vous ne faites pas d'émissions où vous êtes payé que en NFT ou en crypto parce qu'il y a aussi plein de projets, on ne sait pas si ça va vraiment marcher. Donc, red flag dans vos choix de mission Web3, on vous conseille plutôt de connaître les gens dans la vraie vie, tu vois, d'avoir fait une visio avec eux et puis de ne pas non plus accepter toutes les missions, n'importe quoi, où vous disent mon token va prendre fois 1000. Ce n'est pas toujours le cas sur les projets Web3, donc faites attention à vous quand même dans cette Eldorado. Il y a beaucoup d'arnaques dans cet écosystème. Il faut faire attention à tous les beaux parleurs dans cet écosystème. Il faut bien étudier les projets, il faut bien regarder les crypto-monnaies. Tu parlais du stablecoin, Clément, UST, qui s'est complètement crashé il y a un mois et demi. Il y a des stablecoins qui sont beaucoup plus backés par de la valeur réelle et qui sont beaucoup plus sûrs, comme l'USDC. Ou le BUSD par exemple. Mais oui, effectivement. Il y a d'autres questions, par exemple Romain qui parle de facturation en crypto, etc. Ce que tu disais, Flavie, peut-être tu proposes d'aller voir chez Fleet comment ça se passe pour ces personnes-là. Ça risque d'être compliqué de tout expliquer en détail, comment ça fonctionne là maintenant. Si je peux résumer en une phrase, c'est qu'en gros, le Web3, c'est le fameux rabbit hole. Donc, c'est le terrier du lapin, là, le trou dans lequel plus tu commences à diguer, plus tu commences à passer de temps, plus tu as de questions. Donc, moi, un truc qui m'a énormément aidé dans ma transition vers le Web3, c'est d'avoir une source fiable qui répertorie les bons articles à lire et pas toutes les conneries aussi, parce qu'il faut diversifier, et qui te donne des choses must à lire et tout ça. Et tu vois, dans Fleet, on fait ça. On a une rubrique, un channel ressources où on se partage les articles et on a un Notion qu'on est en train de construire avec tout ce qu'il faut savoir pour bien freelancer dans le Web3. C'est complètement communautaire, donc on le construit nous-mêmes. Donc, venez, si ça vous intéresse, vous aiderez à le construire. Et c'est là que vous allez trouver des docs, tu vois, style comment je fais ma compta en crypto, quoi. Voilà. Parce que là, ça va être trop long sinon. Et puis moi, je ne suis pas du tout crypto comptable pour en parler. Il y a Mathieu qui demande le lien de la communauté Fleet dans les questions pendant que Gaspard va nous parler de prochain qui est NFT. Peut-être que tu peux nous mettre le lien en réponse à Mathieu dans l'onglet questions. Ouais, je l'ai mis dans le chat. Vas-y, Gaspard, je t'en prie. Ok, super. Oui, donc alors NFT, donc c'est un autre type de token. Donc je vous parlais de crypto-monnaies qui sont des tokens fongibles. Donc NFT, c'est tokens non fongibles. Donc qu'est-ce que la fongibilité? C'est la monnaie est fongible de base. C'est-à-dire que si j'ai 1 euro et que vous avez 1 euro et qu'on se les échange,
il n'y a pas eu changement de valeur pour l'un ou pour l'autre. J'ai rien gagné, j'ai rien perdu, t'as rien gagné, t'as rien perdu. Donc la monnaie typiquement est fongible, les crypto-monnaies sont fongibles, et on a également des tokens donc non fongibles. Non fongibles, c'est comme si tu avais un tableau de Picasso chez toi. Moi, j'arrive avec un poster du même tableau de Picasso et que je te dis, bah vas-y, on l'échange, c'est la même œuvre. Bah, tu vas me dire, bah non, non, je perds au change, c'est pas possible. Donc, en fait, la non-fongibilité, c'est donc des tokens avec des propriétés uniques sur la blockchain, qui ont tous une valeur différente, monétaire ou autre. Donc, ces tokens non fongibles sont régis par des smart contracts également, et peuvent être en fait un peu n'importe quoi. Donc, les premiers cas d'usage, c'était des œuvres numériques. Les artistes qui ne pouvaient pas vendre leurs œuvres sur Internet, des artistes numériques, maintenant c'est possible parce que avant le NFT, on ne pouvait pas vendre son œuvre parce qu'elle est réplicable à l'infini. Alors que là, avec le NFT, on impose vraiment une certification non reproductible qui dit que cette œuvre vient bien de cet artiste. C'est comme une signature numérique, si vous voulez. Donc il y a eu ces usages pour les artistes qui leur permettent de monétiser leurs œuvres, également de toucher des royalties ad vitam aeternam, c'est-à-dire que dans le smart contract, on peut mettre que l'artiste va gagner 10% sur chaque vente de NFT pour toujours. Donc si demain l'artiste vend son œuvre 10 €, il va toucher 1 € de royalties, mais si dans 10 ans une personne qui n'est pas l'artiste revend l'œuvre de l'artiste à quelqu'un d'autre pour 1 000 €, l'artiste continuera à toucher 100 €, donc 10% sur cette œuvre. Donc c'est un changement de paradigme pour les artistes physiques aussi, parce qu'on peut mettre en NFT des œuvres, des objets physiques. Par exemple, il y a LVMH qui commence à développer sa propre blockchain pour certifier ses sacs à main. C'est-à-dire que quand vous achèterez un sac à main, enfin pas moi, mais voilà, quand vous achetez un sac à main, vous verrez remettre un NFT de propriété de ce sac à main. Donc ce sac à main, si vous le faites voler, vous pouvez le reporter comme volé dans la blockchain. Et si quelqu'un essaie de le revendre, et ben la personne va lui demander le NFT, elle va voir qu'elle l'a pas vu, elle va regarder sur la blockchain, elle va voir qu'il est volé, du coup elle va pas acheter le sac à main. Donc c'est vraiment une protection en plus pour la propriété. On a ouais, c'est ça. On peut donc, comme pour les crypto-monnaies, mettre des règles dans le smart contract, comme le nombre d'exemplaires qu'on veut produire, si on veut burn les œuvres si elles ne sont pas vendues, donc burn, c'est-à-dire les brûler, les sortir de la circulation complètement. Tout est possible, encore une fois. Et alors, tu parlais tout à l'heure, il y avait une question sur la légitimité. Tu vois, par exemple, ça peut être intéressant, on peut utiliser des NFT pour ça. On peut dire, si tu suis telle formation sur le Web3, sur tel domaine, alors je te donne un NFT qui certifie que tu as suivi cette formation. Et donc, tu vois, nous, on est d'accord avec toi que le Web3, c'est un peu la jungle. Il y a plein d'experts qui vont s'introniser experts, mais est-ce qu'ils ont vraiment les épaules pour accompagner les entreprises? Est-ce qu'ils ne vont pas faire des conneries quand ils vont rédiger un smart contract ou définir la roadmap d'un projet? Tu vois, avec Fleet, nous, on a réfléchi on va faire des parcours comme ça, de formation, d'apprentissage. Et puis, au bout de certains parcours, tu récupéreras des badges. Donc, ça va authentifier aussi ta qualité de freelance dans le Web3 et ta street cred, en quelque sorte. Donc, tu vois, je pense que ça peut être un cas d'usage des NFT qui n'est pas marchand. On ne donne pas un NFT pour ensuite le revendre et spéculer. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme cas d'usage de NFT? Alors, plein de nouveaux métiers dans les NFT. Les NFT, c'est peut-être le besoin principal des entreprises en ce moment. Enfin, ce qu'elles ont le mieux compris. Elles se rendent compte que ça va pouvoir servir à plein de choses. Créer des nouveaux produits, donc créer du chiffre d'affaires additionnel, fédérer des communautés, faire de la billetterie, laisser des souvenirs aux gens, peut-être comme on aura à la fin de ce live. Voilà. Et donc, les NFT, c'est très en demande et il y a plein de métiers autour. Déjà, il y a des chefs de projet. Donc, si vous êtes dans la gestion de projet grand compte, c'est super important parce que quand tu fais une collection de NFT, il faut imaginer la roadmap, il faut faire le design, il faut faire le mint, donc tout ce qui va être les mettre à disposition, les mettre dans la blockchain, les coder, etc. Puis les vendre, puis le marketing, puis les personnes qui vont gérer les communautés. Donc, il y a peut-être, je ne sais pas, 10 métiers concernés. Donc, ça va être un sacré bazar pour les entreprises pour gérer ces projets. Il y a beaucoup de consulting à faire aussi. Est-ce que les entreprises ont vraiment besoin d'un NFT? Quelle forme ça va revêtir? Comment on va le lancer?
Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur les NFT? Non, puis tout le monde peut faire des NFT. Donc moi, ce que je vous conseille aussi, c'est d'en créer vous-même. Donc, c'est possible de faire des NFT no code. On n'est pas obligé de faire un truc, même un design fantastique. On peut dessiner un petit truc et, et réfléchir à un cas d'usage. Moi, je vais faire des NFT pour mon podcast aussi. Pourquoi? Parce que pour les communautés, c'est trop bien. Vous voyez, moi, je fais un podcast où les gens, ils écoutent mon podcast tout seuls dans leur coin, mais ils ne savent pas qui d'autre écoute le board. Sauf que moi, je vois bien qu'ils ont des points communs. Donc, grâce aux NFT, je vais dire, il y a des NFT à vendre. Grâce à ça, je peux dire, il y a un endroit NFT gated, c'est-à-dire seuls peuvent accéder que ceux qui ont les NFT. Et vous allez vous retrouver dans une communauté de freelance ou de solopreneurs et vous allez avoir les mêmes centres d'intérêt. Du coup, ça va être génial. On va passer du one-to-many à la communauté. Donc, franchement, expérimentez, mais il y a plein de trucs à faire cool sur les NFT. Ok, Ouais, trop bien. complètement d'accord. Évidemment, j'ai une oreille qui traîne dès que ça parle de communauté. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on est en train de faire là maintenant, donc ça me fait plaisir. Ouais, enfin, justement, ça me fait une belle transition sur la partie métier. Notamment, il y a Mehdi qui me demandait comment trouver des missions dans le Web3. Je pense que, comme tu disais, ouais, c'est sur ces cas d'usage, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être... beaucoup de métiers, en tout cas, où Enfin, moi, j'entends parler de beaucoup de choses, de mise en application de NFT. C'est vrai qu'au début, les NFT, on entendait beaucoup parler. Il y a un tweet qui a été vendu en NFT ou ce genre de choses. Moi, je suis parti de ça les premières fois où j'ai entendu parler de NFT. Et là, aujourd'hui, je vois qu'il y a des applications qui sont quand même. Enfin, ça se diversifie à fond. C'est vraiment super intéressant. Et juste pour l'histoire tu sais, des missions dans le Web3, vous allez en Ouais. proposer, mais vous aussi, soyez un peu acteur de votre propre réseau. Donc, vous pouvez suivre des entreprises Web3 natives, des entrepreneurs du Web3 comme Gaspard qui vont recruter des gens. Sur LinkedIn, vous pouvez mettre Web3 dans la barre de recherche et ajouter des gens à votre réseau. Ça commence comme ça. Le monde Web3, il est assez petit. Et enfin, troisième conseil, trouvez-vous un peu un mentor, un père, quelqu'un qui va vous aider, qui fait un peu le même métier que vous, qui fait déjà des missions dans le Web3. Moi, je trouve que ça aide énormément. Il va vous dire à quoi faire attention, c'était quoi ses erreurs sur les premières missions, et peut-être qu'il vous prendra avec lui ou qu'il va trouver un client qui aura besoin d'aide et il vous mettra en relation. Et donc, je coupe un peu la partie concept, etc. Mais c'est parce que je trouve que on est un peu au milieu là, du webinaire et je trouve que je pense que ça peut être très intéressant d'en parler. Est-ce que vous comptez aborder un peu les différents métiers? On a parlé un peu développeur, on a parlé un peu communauté. Donc, on parle de market, on parle de tech. Moi, j'imagine qu'il y a pas mal de choses à faire pour les designers aussi. C'est quoi les grands métiers un peu? Je ne sais pas si vous allez en parler après, peut-être que En fait, je te fais un petit point vite fait, mais j'en parle à chaque étape, tu vois, Ok. déjà en vous donnant des exemples de métiers. Je pense qu'un autre métier qui concernera bien Crème, c'est tout ce qui va être product et UX, UI. Parce qu'alors Ok. là, je ne sais pas ce que tu en penses, Gaspard, mais c'est pas encore génial, quoi. Les wallets Ouais. connect, on ne sait pas trop où on va. Il y a plein d'arnaques, donc en plus, ça fait peur, donc il va falloir rassurer. Donc tous ces métiers tech, mais quand même orientés utilisateurs, vont avoir beaucoup le vent en poupe. Et puis, en fait, tous les métiers peuvent se transformer en Web3. Moi, je ne suis pas tech, mais en fait, on a besoin de trouver des clients dans le Web3 aussi. On a besoin de project manager, on a besoin de virtual assistant, on a besoin de community manager. Par contre, à chaque fois, il va falloir ajouter un petit étage à la fusée. Par exemple, un community manager, il faut qu'il maîtrise Discord. Discord, ça va même plus loin que la communauté. C'est un logiciel génial. Donc, voilà, une petite formation sur Discord, ça te permettra d'onboarder sur des projets Web3. On parlait de missions, je vais vous le mettre dans le Slack, mais apparemment on a 6 missions Web3 chez Crème qui arrivent cette semaine. Je vous en parle, je vais vous mettre un petit message. Gaspard, je te propose de passer à la partie suivante. Merci beaucoup à vous deux, c'était très clair. Et là, on commence à rentrer vraiment dans les choses où moi, je suis perdu. Donc, Ah oui. Là, on va parler d'identité numérique, donc ce qu'on appelle sur la blockchain Decentralized Identity. L'identité numérique, ça fait assez peur parce que de ce qu'on en voit maintenant, c'est le partage de données à tout le monde. Tout le monde sait ce que je fais sur Internet. Avec la blockchain, donc je vous ai dit anonyme, on peut avoir vraiment possédé son identité sur son portefeuille et
avoir vraiment un double digital anonyme. Flavie, tu parlais tout à l'heure des certifications en NFT. Donc, c'est une super transition parce que j'avais parlé justement de SBT. C'est un nouveau concept. Donc, c'est les Soulbound Tokens. Un concept qui a été théorisé il y a pas très longtemps. Hein. Le white paper est sorti il y a 3 semaines, un mois, qui a été écrit en partie par Vitalik Buterin, celui qui a cofondé Ethereum, et qui pense que les SBT seront la prochaine itération des NFT sur la blockchain. En fait, les SBT, c'est des NFT, c'est la même chose, sauf qu'ils sont non transférables et non vendables. En fait, une fois qu'ils sont mis sur votre portefeuille, ils restent collés à tout jamais. Donc, Soulbound Token, Soul pour le portefeuille, l'âme, le portefeuille de crypto-monnaie, Band collé et Token, token. Qu'est-ce que ça va permettre, vous me direz on peut créer des certifications grâce à ça. On peut créer des diplômes en SBT, des expériences professionnelles également. Par exemple, si j'ai travaillé 1 an chez Crème de la Crème, le portefeuille de Crème de la Crème va m'envoyer sur mon portefeuille sur la blockchain un NFT qui prouve que j'ai bien travaillé 1 an chez eux. Donc ça, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte plusieurs choses. C'est que le recruteur du futur, ça va être génial pour lui parce que dès qu'il va avoir un CV, il pourra voir que chaque entrée dans le CV provient bien de l'institution ou de l'entreprise où la personne a travaillé. Donc, il n'y a plus de triche possible. Imaginez un LinkedIn décentralisé sur la blockchain. Le nombre de gens qui vont sauter, le nombre de bullshit qui va sauter, ça va être assez impressionnant. Mais en tout cas, on sera sûr de la personne dont on a devant nous, en tout cas de ses compétences. Et ça réduit également la discrimination à l'embauche. Parce que vous voyez la compétence de la personne avant de voir la personne en elle-même et vous êtes sûr de ses compétences. Donc, plus de problème de location géographique, de couleur de peau, de sexe, de genre. On recrute les gens sur leurs compétences d'abord. Donc, pareil, pour un recruteur, ce qui peut être intéressant, c'est que chaque boîte de recrutement ait un petit algorithme. Dès qu'ils fassent une offre d'emploi, ils mettent OK, je cherche un développeur qui a un Master 2 en informatique, qui a travaillé 3 ans dans, je sais pas, l'IoT et qui a une petite expérience blockchain. Ils vont faire tourner l'algorithme et en fait, l'algorithme va trouver dans la blockchain 2-3 profils qui correspondent exactement à la job description. Et du coup, comme ça, on pourra contacter les freelances ou les potentiels futurs employés via un NFT, par exemple, directement sur la blockchain. Il y a un cas d'usage, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Je dis juste sur un cas d'usage qu'on a déjà développé avec Tomorrow Theory, donc l'entreprise que j'ai cofondée. On a généré les premiers NFT de certification soft skills, donc SBT, pour LVMH. Donc ça, c'était le mois dernier. Les directeurs de département monde LVMH ont tous reçu un NFT qui prouve leur formation pendant un training soft skills lié au Web3. Ça prouve leur formation, mais ça prouve pas qu'ils maîtrisent la soft skills. Non, je rigole. Non, c'est une petite joke. Non, écoute, moi, j'en ai pas mal parlé avant, donc je serai pas trop longue, comme ça, on va voir le concept d'après qui va super vous intéresser. Mais oui, imaginez en gros les NFT, les Soulbound Tokens, notamment comme vos futurs credentials de carrière, et notamment quand on est freelance, c'est important pour sa e-réputation. C'est pour ça que Fleet, nous, on va en donner aussi. Et d'ailleurs, nous, on s'est dit, on va faire des quêtes, un peu comme un jeu vidéo, coucou le chat, où en gros, si tu nous aides à faire des missions en interne pour construire Fleet, on va te donner aussi des tokens, par exemple de Fleet Builders, parce que nous, on apprend le Web3 en faisant. Par exemple, on lance nos propres NFT, on va créer nos propres métaverses, on va designer nos premiers wearables. Donc voilà, aussi, moi, je dis peut-être pour apprendre le Web3, vous pouvez le faire aussi vous-même, ou vous pouvez contribuer à des projets associatifs ou coopératifs ou collectifs comme Fleet, quoi. Mathieu nous parle d'écoles qui doivent être dans la blockchain, sinon... alors j'essaie de retranscrire sa question, mais c'est pour éviter le déclaratif par rapport à ce que vous disiez juste avant. Là, ça suppose que les écoles entreprises soient dans la blockchain. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est... Ça va être... Je pense que ça va se faire avec l'usage. Quand il va y avoir des grands acteurs qui vont s'y mettre, et les autres vont devoir suivre. C'est comme avec Internet. Le chat. C'est comme Internet dans ses débuts. Il y avait
les entreprises s'y sont mis assez rapidement au final sur Internet. Et là, c'est la prochaine itération d'Internet. Donc, les gens vont s'y mettre si la machine va dans ce sens-là. Il y en aura toujours qui seront en retard et qui auront des manières de faire toujours plus. Il y en a, ils sont encore au début du Web 2 parfois quand tu vas voir leur site, j'ai l'impression. On passe, le temps passe, le temps file. Je vous propose de passer à la partie DAO, Gaspard. Yes, alors DAO, donc concept très intéressant. Donc DAO, ça veut dire Decentralized Autonomous Organization, donc organisation décentralisée autonome. Donc Flavie a un peu introduit le sujet sur les communautés justement. Donc c'est vraiment l'outil des communautés. Pareil, ça se gère par smart contract. C'est un outil donc communautaire et qui peut avoir beaucoup d'usages. Pour rentrer dans une DAO, il faut, comme disait Flavie, un token. Donc ça peut être une crypto-monnaie ou un badge en NFT, par exemple. Quand vous entrez sur cette DAO, par exemple, ça peut vous donner un droit de vote pour l'avenir de la DAO, de l'entreprise qui est représentée par la DAO ou par l'organisme de charité, par exemple, qui génère des revenus pour imaginer l'Ukraine, par exemple. Et en Ukraine, il y a eu pas mal de DAO qui sont créés au début de la guerre pour lever des fonds. Donc, c'était sous la forme de vente de NFT. Les gens qui achetaient ces NFT, les revenus étaient mis dans le smart contract de la DAO. Et une fois que vous aviez le NFT, vous faisiez partie de cette DAO. Et ensuite, donc, tous les revenus qui étaient stockés dans la DAO, la communauté pouvait, par le biais du vote, voter vers où allait aller cet argent. Donc, vers quelle adresse de crypto-monnaie allait aller cet argent. Donc, ils ont décidé, par exemple, 10% va à Amnesty International, 10% va à la Croix-Rouge, 50% va, je sais pas, aux hôpitaux. Et c'est vraiment la communauté, c'est un environnement très démocratique qui peut être appliqué également aux entreprises. Donc, moi, je suis convaincu que dans le futur, les entreprises vont se mettre sur ce modèle parce que c'est beaucoup plus juste pour de donner en fait un petit peu de propriété de l'entreprise à ses employés, et un pouvoir de décision plus ou moins grand à ses employés. Ouais, carrément, là, si tu es consultant, même un peu, je veux dire presque en stratégie, des principes comme la DAO sur la gouvernance d'entreprise, je pense que c'est hyper important. Les gens veulent plus d'horizontalité. On se demande pourquoi les gens sont désengagés au travail, mais parce que c'est pourri, nos trucs de primes, nos machins, c'est de la motivation extrinsèque. Mais alors qu'avec une DAO, tu participes vraiment au projet. Il y a des DAO assez folles qui font plein de trucs. Il y a des DAO par métier aussi. Renseignez-vous si vous êtes, je sais pas moi, dans le product, développeur. Et donc, ils font beaucoup de pédagogie aussi, ils font des tutos pour apprendre le métier, etc. Et si vous faites des missions pour eux, grâce au fameux smart contract, on y revient, vous pourriez même peut-être gagner de l'argent en contribuant à la DAO. Et puis après, voilà, c'est des principes d'organisation collective. Si vous êtes partout dans le monde, si vous êtes digital nomade, vous pouvez travailler avec d'autres gens. Par contre, vous avez un cadre un peu juridique ou en tout cas blockchain qui vous rassure. C'est pas juste on se tape dans la main, c'est contractualisé, donc ça peut être sympa aussi pour travailler en collectif. Ok, je suis en train de parcourir les questions un petit peu en même temps, histoire d'essayer de... Je suis désolé, on ne peut pas répondre à tout le monde parce qu'il y en a vraiment pas mal. Il y a 2 questions qui sont encore d'ordre un peu plus généraliste, mais vu qu'on est dans un entre-deux, entre 2 parties, c'est la dernière partie après. Je vous les pose. Gaspard, Timothée qui me dit Gaspard évoque les sociétés comme LVMH. Est-ce qu'on a d'autres exemples de grosses sociétés un peu 2 fois LVMH, il me semble, ont été mentionnés. On a d'autres sociétés qui sont un peu connues, donc pas des sociétés qui ont été créées pour le Web3, mais peut-être d'autres sociétés qui essaient de faire une transition qui sont un peu connues à mentionner. Oui, carrément. Il y en a. Ça commence par justement les grosses boîtes qui ont compris l'intérêt déjà marketing des NFT, par exemple. Donc, vous avez des NFT qui ont été générés par Givenchy, je pense à Givenchy. Il y a Disney aussi qui s'est mis à faire ses NFT via la plateforme Vivi, dont je suis assez friand. C'est une plateforme où on peut collectionner en fait des NFT qui viennent de chez Disney, de Star Wars. C'est assez sympa de se dire qu'on possède les premiers NFT de Star Wars, par exemple. On a des entreprises comme Cdiscount aussi qui ont décidé de migrer vers la blockchain pour des raisons d'automatisation dans la supply chain, c'est-à-dire que
comment dire, leurs gros colis de plus de 30 kilos maintenant sont certifiés en NFT pour pouvoir les tracer plus facilement via la blockchain et de façon permanente. On a vraiment des entreprises qui commencent à avoir une branche Web3, vraiment des espèces de petits labos, de gros labos Web3 dans le développement pour développer, faire la transition vers cet univers. Mastercard, par exemple, là, commence à vraiment se plonger dans le sujet. D'ailleurs, le CEO de Mastercard Monde a dit un truc assez intéressant. Et il a bien compris le truc. Il a dit, ouais, la crypto-monnaie, pour qu'elle soit adoptée, il faut que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a de la crypto-monnaie derrière. Par exemple, ma grand-mère, elle s'en fiche si elle paye en crypto-monnaie son pain ou si elle paye en euros. Elle veut juste avoir du pain. Donc, c'est comme la carte bancaire, les comptes bancaires, quand c'est arrivé. En fait, il faut rendre ça très facile pour les utilisateurs, limite qui ne sachent pas forcément que c'est la crypto-monnaie derrière, tant que ça marche bien. Et on va parler des cas d'usage avec le métaverse de plein de boîtes qui se sont illustrées, notamment des grands groupes. Mais juste pour dire aussi, comme ça devient un peu plus mainstream, on attaque aussi des sujets comme l'environnement, qui était beaucoup taclé, etc., comme un environnement très gourmand en énergie. Et en fait, il y a de plus en plus dans la conception des blockchains cette prise en compte pour que les blockchains soient plus écologiques, enfin en tout cas moins consommatrices, avec différents protocoles qui vont améliorer ça. Et du coup, on peut même faire des choix de blockchain écologiques pour que justement, ça ne vienne pas collapse les engagements RSE des entreprises et tout. Donc, du coup, ça, déjà, le débat de l'écologie, c'est presque, enfin, pas un faux débat, mais du coup, on a travaillé dessus. Et donc, je pense que là il y a encore un peu des risques d'image aussi. Le traitement dans la presse, on en parlait, je ne sais plus quand, il y a un peu toujours pareil. Ah oui, c'est des trucs pixelisés, le métavers, ça ne sert à rien et tout. Mais plus ça va aller, je pense que plus ça va ouvrir les vannes. Et moi, je vois vraiment de tout genre d'entreprises, des petites, des grosses, des moyennes, des early, des en retard. Tout le monde veut y aller. Là, il y a beaucoup de demandes, en tout cas, sur ces sujets-là. Pas toujours pour les bonnes raisons. Des fois, c'est plus pour en être qu'autre chose. Mais voilà, il y a la sensation du train en marche et qu'il faut le prendre. Et c'est plutôt encourageant, quoi. Je pense qu'on fait une belle transition vers le métaverse, là, et vers la dernière partie, Gaspard. Oui, exactement. Donc, dernière partie, on va parler du métavers. Donc, le métavers qui regroupe en fait tous les concepts dont on a parlé avec Flavie depuis le début. Smart contract, crypto, NFT, identité numérique, DAO. La première mention du métavers, c'était en 92. Donc, c'est pas tout récent, par Neil Stephenson qui a écrit Snow Crash. Donc, il fait mention du métavers dans Snow Crash. C'est, pour donner une définition, faut voir ça comme un univers 3D qui est régi par la blockchain. Donc en fait, les échanges sont régis par la blockchain, c'est-à-dire que je me connecte dans un métavers avec mon portefeuille de crypto-monnaie, donc avec mon identité décentralisée. Dans mon portefeuille de crypto-monnaie, je sais pas, j'ai un chapeau de magicien. Je le mets dans le métavers, je me balade. Je vais voir des amis parce qu'on s'est donné rendez-vous dans le café du métavers du coin. Je vais au cinéma dans le métavers, je vais jouer à un jeu vidéo, je vais jouer à Counter-Strike dans le métavers parce que Counter-Strike a fait dans un des métavers une structure où je peux jouer en réseau avec tous mes potes. Collaboratif également, donc qui marche avec la DAO. C'est-à-dire la blockchain, le métavers par excellence parfait, ce sera un métavers où en fait tous les utilisateurs qui soit possèdent un terrain, parce qu'on peut posséder des terrains dans le métavers, où vous pouvez construire ce que vous voulez dessus, soit qui possèdent un terrain, soit qui possèdent la crypto-monnaie du métavers, possèdent un droit de vote pour le futur du métavers, pour régler des problèmes peut-être éthiques dans le métavers. Par exemple, il y a eu des cas d'harcèlement sexuel dans le métavers où il y a eu une femme qui a porté plainte. Du coup, Facebook a pris la décision unilatérale, évidemment, de faire un espace plus grand entre les avatars pour éviter l'intrusion dans l'espace personnel. Et donc ça, c'est des choses qui pourraient être décidées par la communauté en fonction de façon démocratique. Ça doit être un univers persistant également, c'est-à-dire que si vous coupez un arbre dans le métavers, il ne faut pas que le lendemain, quand vous y reveniez, ça ait repoussé. C'est comme dans le monde réel, il faut que l'arbre il reste coupé. Si vous coupez un arbre dans le monde réel, il ne va pas repousser magiquement. Et également un univers qui utilise le web spatial. Donc le web spatial, c'est en fait toutes les technologies d'analytics qui vont pouvoir voir les comportements des avatars dans des lieux donnés pour essayer de l'optimiser et créer vraiment une économie cohérente dans le métavers.
Alors, ça, c'est le métavers parfait. Il y a déjà des prototypes qui sont sortis, comme Decentraland, où Decentraland, c'est vraiment géré par la communauté parfaitement. Mais il y a également des métavers comme Meta. On a beaucoup entendu parler de Meta, parce que Facebook, maintenant, c'est Meta, qui essaye de prendre les rênes de cet univers. Et moi, personnellement, ça me fait très peur, parce que Meta, je pense que je ne vois pas ça comme un métavers, mais plus comme un Facebook en 3D, où en fait, la collecte des data, des données va continuer de façon assez horrible. C'est-à-dire que quand vous avez un casque de réalité virtuelle, vous êtes dans le métavers, le casque de réalité virtuelle doit filmer l'intérieur de votre maison, pour être sûr que vous ne cognez pas dans les murs. Donc, ça veut dire que vous donnez en plus à Facebook l'intérieur de votre maison, le nombre de personnes qui y a dans votre famille, parce qu'en fait, on peut voir votre taille avec votre casque. On sait combien il y a de centimètres du sol à votre casque. Et quand on voit qu'il y en a un qui fait 150 centimètres, un autre qui fait 2 mètres et un autre qui fait 1,70 m, on dit il y a 3 personnes dans la maison, par exemple. Et voilà, donc ils ont d'ores et déjà annoncé qu'il y aurait 45% de taxes sur toutes les transactions qu'il y aurait dans le métaverse Meta, ce qui est quand même dingue, je trouve. Et ça m'étonnerait qu'ils fassent une DAO pour laisser les utilisateurs décider de l'avenir d'une plateforme qui leur appartient. Donc voilà, pour moi, il faut se battre contre ce genre de métavers qui peut être potentiellement dystopique. Et je vous invite à regarder le film Ready Player One, qui explore vraiment cette philosophie de décentralisation, centralisation, et qui est un excellent film par Steven Spielberg. Ouais, écoute, super intéressant. Moi, je rajoute 2-3 petits trucs, plus genre pour les entreprises aujourd'hui. D'un côté, le métavers, ça les intéresse vachement, parce qu'elles ont toutes acheté des lands dans The Sandbox, par exemple, pour créer des expériences. Ça, c'est un peu la prime aux premiers entrants, je pense, Carrefour, des gens comme ça qui se sont dit, vas-y, on y va. Ça fait des beaux effets de manchette aussi dans la presse. En même temps, tout le monde décrit les métaverses qui existent aujourd'hui, parce que c'est pas très fun. En fait, on n'a pas grand-chose à y faire. Donc, on n'a pas encore trouvé les vrais usages. Je pense que pour les boîtes, il y a quand même des usages énormes, genre former toutes ces équipes dans des univers immersifs plutôt que les envoyer dans toutes les villes de France, prendre des trains, des avions, des hôtels et se retrouver dans des salles de formation pourries, dans des campaniles, à faire des formations. Voilà, il y a des choses qu'on peut aussi remettre en question, donc des gains de productivité pour les boîtes. Il y a plein de nouveaux métiers. Du coup, alors la 3D, si vous savez pas quoi faire de vos vacances, que vous voulez vous former à la 3D, parmi lesquels les métiers designer 3D, ça paye super bien. Genre, surtout ceux qui designent des baskets, des sneakers, par exemple, on m'a dit que ça avait le vent en poupe. Et en fait, pour la 3D, on cherche plein de monde. Ceux qui vont designer les fringues, le rendu sur l'avatar 3D, ceux qui vont designer les décors, les lumières, les contrastes. Enfin, je sais pas, moi, j'ai interviewé un designer 3D, j'ai appris tous ces métiers. Il va y avoir plein de choses sur la data, sur la publicité. Enfin voilà, les métaverses, ça va ouvrir tout ça. Après, moi, ce que je fais aussi, c'est que j'aime bien tout ce qui est métaverse no-code ou low-code. Tu vois, nous, on a fait une pitch session et on fait souvent nos réunions dans le Gather Town de Fleet. Donc, Gather, je ne sais pas si vous connaissez, c'est cool. Peut-être vous pouvez faire vos rendez-vous clients dans Gather. C'est quand même plus sympa si vous êtes 2-3 plutôt que se faire un Zoom ou un Teams. Voilà, ce genre de truc. Et puis après, je finis en disant que voilà, on voit tout de suite le métaverse, VR, AR, tout ça. Au final, on dit souvent, on est déjà dans le métaverse. Moi, LinkedIn, c'est ma machine à café. Zoom ou Google Meet, c'est ma salle de réunion. Netflix, c'est ma salle de cinéma. Donc voilà, je pense que le métaverse, ça veut plus dire que en fait, maintenant, on passe plus de temps online que hors ligne. Et moi, c'est comme ça que j'explique aux clients B2B pour leur dire que cool, attention, on ne va pas se mettre tous des casques sur la tête, on va y aller tranquille, mais voilà. Et c'est important qu'il y ait des nouveaux espaces qui soient plus agréables pour ça, parce que Zoom, ça ne remplit pas tous les usages. Tu vois, c'est pas super agréable de faire un cours de sport sur Zoom, par exemple. Donc, je pense qu'il va y avoir plein de métaverses aussi qui vont se créer par rapport à des usages spécifiques. Alors, je suis assez impressionné parce que tu finis ta phrase, il est 13h pile. J'ai même pas regardé l'heure. Je pensais pas du tout y arriver parce que c'est un format qui est un peu particulier que je vous ai fait là. Je sais pas si Gaspard, tu avais quelque chose, je vais pas te couper la parole, si tu avais quelque chose à rajouter avec tout ça. Oui, juste un petit truc. Est-ce que je peux partager un article de des Échos sur les 16 métiers du métavers qui a été coécrit par le CEO de Tomorrow Theory, Jérémy Lamry. Donc, alors, partager. C'est un call to action qu'il faut que je fasse, ça? Tu peux mettre dans le chat, tu peux mettre juste entrer un message dans le chat, quoi. Ok, c'est bon, c'est fait. C'est les 16 métiers du métavers. Très bien cet article, j'avais bien aimé.
Ok, Ah, donc merci. Super. je vais regarder ça aussi. Je profite qu'on soit à peu près à l'heure, peut-être pour passer sur 2-3 questions que j'ai notées au fur et à mesure et qu'on n'a pas pu. Je lis les questions en même temps, ça me déconcentre. Donc voilà, donc il y a des questions auxquelles j'aimerais quand même qu'on réponde. Vous avez encore un peu 10 minutes pour qu'on discute. Je vois qu'il y a encore Yes. une centaine de personnes, Bien sûr. donc ça veut dire que je pense qu'il y a encore des gens qui sont assez intéressés. Voilà, c'est Timothée en train de répondre à Mathia qui a un replay. Je ne sais pas si le chat est enregistré dans le replay. Il me semble que oui. Il va y avoir deux manières de voir le replay. Pour nous qui sommes ici et ceux qui sont dans le chat, vous allez recevoir par mail un replay automatiquement à la fin de l'événement, 10 minutes après l'événement. Là, vous allez recevoir un mail voilà, qui... apparemment, l'article est payant d'après Emmanuel. Bon, bref, donc vous allez recevoir un replay par mail et sinon il sera aussi sur YouTube. Mais dans le replay que vous allez recevoir par mail, vous allez avoir accès au chat. Voilà, j'ai réussi. Je ne sais pas faire plusieurs choses à la fois. Donc, j'avais noté 2-3 questions qui, je pense, un peu qui reviennent. Alors, c'est des questions, je pense que vous avez déjà vu passer pas mal de fois et qu'on n'a pas du tout abordé. Donc, j'aimerais l'aborder très rapidement. Il y a Julien qui nous a parlé un peu de tout l'aspect écologique qu'il y a derrière tout ça. Je ne vous remets pas toute sa question, mais en gros, c'était il trouvait l'aspect technologie hyper intéressant, mais que c'était, d'après ce qu'il avait compris, énergétiquement hyper gourmand. Voilà, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Moi, j'entends un peu de tout par rapport à ce sujet. J'aimerais bien avoir votre avis. Alors, je peux répondre pour commencer, si vous voulez. Donc, ouais, effectivement, comme toute nouvelle technologie, les débuts sont souvent un peu chaotiques au niveau de l'énergie. C'était le cas pour Internet. On essaie de trouver des solutions. La blockchain, faut savoir qu'une transaction Bitcoin, c'est une transaction. Ça veut dire que si je vous envoie l'équivalent d'1 € en Bitcoin, c'est l'équivalent d'une consommation de 5 Américains pendant 1 mois à peu près. Ethereum, c'est une consommation de 5 Américains pendant 2 semaines. C'est donc énorme, effectivement, c'est très compliqué, mais on trouve des solutions, c'est-à-dire des protocoles de Layer 2, par exemple. Donc, je pense à Lightning Network pour Bitcoin, qui permet en fait d'envoyer des transactions de manière infiniment moins polluante via le réseau Bitcoin. Également des plateformes sur Ethereum qui s'appellent, des Layer 2 qui s'appellent ImmutableX, ce qu'on utilise chez Gaspard et Joseph, où en fait, c'est au lieu de faire une transaction par NFT ou d'inscrire une transaction dans la blockchain à chaque fois qu'on fait une transaction, et on inscrit un batch de transactions et ensuite on inscrit la preuve de ce batch dans la blockchain, ce qui permet de réduire de 99,99% les taux d'émission. Et il y a des blockchains qui se développent. Je pense à Mina, par exemple, où chaque transaction pèse le poids d'un tweet. Donc beaucoup moins, comment dire, polluant. De même façon, sur le Bitcoin, il faut savoir qu'il y a une partie croissante des mineurs de Bitcoin, parce qu'en fait, sur Bitcoin, il y a quelque chose qui s'appelle le proof of work, c'est-à-dire que les mineurs de Bitcoin doivent faire travailler des algorithmes, répondre à des questions très complexes, et quand vous êtes le premier à répondre à la question, vous pouvez miner le prochain bloc et donc gagner un peu de crypto-monnaie. Donc, c'est un peu complexe, mais en gros, c'est une course à la consommation, c'est-à-dire que plus on consomme, plus on a de chances de valider une transaction. Donc ça, c'était très problématique. On passe au proof of stake sur Ethereum, qui est moins centralisé, mais qui est beaucoup plus respectueux de la nature, où en fait, le proof of work, au lieu de faire travailler une machine, on est validateur si on possède un certain nombre de tokens sur le réseau. Donc, c'est moins polluant que ça. Donc, des solutions arrivent, en gros. Et puis, il y a pas mal de trucs qui s'emparent des technos pour faire des cas d'usage à impact.
genre replanter des forêts, dépolluer des plages grâce à des DAO, enfin bon, plein de choses. Alors on peut toujours dire est-ce qu'on doit utiliser, mais c'est comme quand bon pote il utilise les réseaux sociaux pour diffuser des trucs anti-greenwashing. Donc voilà, moi mon cœur est balance là-dessus, mais ce que je vois c'est que de plus en plus de sociétés à impact s'en emparent. Tu peux acheter des NFT WWF pour tu vois. Enfin voilà, donc il y a ce genre de trucs aussi qu'il faut checker en même temps qu'on essaye de dépolluer un peu les technos. Ok, merci pour votre avis là-dessus. J'avais noté une autre question et après, je pense qu'on pourra passer un peu à une conclusion. Autre sujet qui n'a pas trop été abordé, on parle beaucoup de décentralisation et en fait, il y a une question qui a été posée par Georges sur un peu la gestion, un peu organisation de la blockchain et comment sont traités les enjeux de blanchiment d'argent, financement du terrorisme, etc. Je ne suis pas très calé non plus sur ce sujet. Je ne sais pas s'il y a des choses à dire, mais voilà. Pareil, Moi, vu que la question a été posée et que j'étais curieux d'avoir votre avis là-dessus aussi. je peux juste répondre sur la partie décentralisation, parce que la Ouais. culture veut que ça soit décentralisé, mais ce qu'on voit, c'est que c'est compliqué. En fait, c'est assez centralisé. Les achats de NFT, enfin, en millions, c'est genre 84%, c'est Yuga Labs, je crois. Du coup, bah, on voit bien qu'en gros, c'est hyper centralisé. Sur l'histoire des DAO, si on dit un NFT égale un droit de vote, à la fin, c'est tous ceux qui auront mis le plus d'argent qui auront le plus de droits de vote. Donc, ça revient à dire qu'en fait, c'est l'argent qui va guider les décisions de demain. Donc, tu vois, il y a plein de questions un peu existentielles sur ça. Ok. Et enfin, sur le marketing versus les artistes, on a dit le Web3, ça va sauver les artistes, mais en fait, on se rend compte que pour vendre des collections de NFT, c'est comme pour les podcasts, comme pour tous les contenus, les films, il faut passer peut-être un quart de son temps à faire de la prod, et puis les 3/4 du temps à promouvoir, à faire du marketing. Donc voilà, moi, là-dessus, je suis un peu critique. Je trouve que c'est encore assez centralisé, en fait, et j'espère voir la vraie culture de décentralisation continuer à être à l'œuvre. En même temps, on voit aussi des fonds d'investissement investir dans les trucs de Web3, donc on se dit que ça ne va pas aider pour la centralisation. Voilà. Donc, après, pour le terrorisme et tout ça, je ne m'y connais pas. Gaspard, je ne sais pas si tu as un avis, mais je ne me prononce pas, moi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, Flavie, sur la décentralisation. La technologie, elle est pas bonne, elle est pas mal. C'est vraiment ce qu'on va en faire qui va permettre d'espérer faire un Internet meilleur. Effectivement, donc même du côté technique, c'est quand même pas très décentralisé. Faut connaître des entreprises comme Infura, Alchemy, Moralis, qui sont en fait des API, des grosses API, des gros nœuds sur lesquels 90% du trafic passe quand on veut communiquer avec la blockchain. Donc, en fait, on a une centralisation déjà des nœuds assez importante pour communiquer avec la blockchain. Et ouais, donc, si vous avez un MetaMask, n'hésitez pas à le connecter à un nœud un peu plus décentralisé, un peu moins utilisé que Infura, Moralis, ces choses-là. Sur le terrorisme, bah oui, c'est vrai, quand on parle de décentralisation, on parle aussi d'un contrôle étatique qui s'amoindrit un peu parce que ça va être beaucoup plus difficile pour un État, c'est vrai, de contrôler ce qui se passe sur la blockchain. Après, bon, y a du blanchiment d'argent, il y en a toujours eu. Hein. Là où il y a le plus de blanchiment d'argent, c'est avec le dollar. Et ce qu'on voit sur la blockchain, ce qu'on voit en tout cas, c'est que le blanchiment d'argent se réduit de plus en plus au fur et à mesure où d'autres cas d'usage se révèlent. C'est vrai que ça a été le blanchiment d'argent, l'achat de drogue, de choses comme ça. Ça a été les premiers usages de la blockchain sur le darknet. Mais c'est beaucoup plus grand que ça. Il y a beaucoup plus de choses au-delà de ça. Ok, merci beaucoup. Il est 13h10, je vais initier la conclusion. Ce que j'aime bien quand même en conclusion, c'est poser comme question, c'est surtout sur ces sujets, est-ce que vous avez des liens à proposer, des endroits où vous tenez au courant des nouveautés? Alors Flavie, je pense que on a bien compris que Fleet était un endroit où le board pouvait être des endroits très intéressants pour avoir pour en savoir plus, pour prendre de l'information. Est-ce que vous avez, tu nous as parlé aussi de LinkedIn, hein, qui est quand même une bonne source d'infos. Est-ce que vous avez des endroits un peu favoris? Je ne sais pas s'il y a
la presse spécialisée ou des podcasts ou des newsletters, etc., qui peuvent intéresser les personnes qui sont encore là. Alors déjà, si vous n'avez pas de compte Discord, se créer un compte Discord. Moi, j'ai vraiment appris le Web3 en découvrant, en allant chercher sur Internet, en découvrant des projets, de temps en temps en investissant dans des projets dans lesquels que je trouvais fun, que je trouvais sympa. Et c'est comme ça que je me suis construit ma culture du Web3. C'est vraiment le Web3, c'est le retour de la souveraineté individuelle sur Internet, donc une certaine responsabilité personnelle aussi de faire le travail, d'aller créer son portefeuille, d'aller essayer de faire des transferts de crypto-monnaie, même si c'est des petits montants. C'est toujours intéressant de voir comment ça fonctionne, que ça structure beaucoup plus la pensée et de voir comment tout ça s'architecture. D'ailleurs, donc je ne sais pas comment ça va se présenter, Clément. Il y a un lien qui va vous être donné pour une plateforme que j'ai codée ce week-end là, qui vous permet en fait de générer un portefeuille de crypto-monnaie juste avec votre adresse email. Je viens de le publier dans le chat, le lien. Ah, parfait, super. Et donc, vous recevrez cette semaine un NFT sur votre adresse de crypto-monnaie de cet événement. Donc voilà, s'il y en a d'entre vous qui n'avaient jamais eu de portefeuille, ça vous permet déjà de voir un peu à quoi ça ressemble, d'aller sur OpenSea. Tu nous as proposé quelque chose qui c'est des étapes qui sont faciles à comprendre. C'est tout simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous connecter ou créer mon portefeuille. Vous allez avoir un formulaire où vous devez mettre votre email. Vous allez recevoir sur votre email un code à rentrer sur la plateforme qui prouvera que vous êtes bien propriétaire de votre adresse email. À partir de là, on vous génère dans la blockchain une adresse de crypto-monnaie. On n'a jamais accès à votre mot de passe. Vous pouvez exporter votre mot de passe en validant sur votre mail les numéros. Et donc, vous aurez une adresse sur la blockchain en 2 minutes. Hein, vraiment, c'est très vite fait. C'est facile. Et Flavie, je te pose la même question. Si tu as 2-3 liens. Alors, je sais aussi, Flavie, que tu fais un peu de contenu sur LinkedIn aussi. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui disait qu'il t'avait ajouté sur LinkedIn. Je pense que les gens peuvent le faire s'ils veulent suivre un petit peu ton actu. Ouais, carrément. Le Web3, ça se passe beaucoup sur Twitter. Mais moi, j'y étais beaucoup avant. J'ai un peu déserté. Du coup, j'ai plus trop l'habitude. Mais du coup, LinkedIn, ça marche aussi. Rajoutez tous les gens qui commentent ou qui postent ou qui créent du contenu sur le Web3 et vous allez vous constituer une bulle de filtre et vous verrez plus que ça. Du coup, c'est intéressant pour rester up-to-date des actus. Venez nous voir avec plaisir. Venez sur nos profils. On vous accepte, bien sûr.